Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du BlablaPod. J'ai peut-être trouvé une solution artisanale contre le vent. Peut-être pas. Alors c'est un peu l'épisode du test à ce niveau-là. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un certain nombre de choses. Je trouverai un titre et un résumé un petit peu synthétique. Pour le moment je ne l'ai pas encore, mais on va parler de drogue, de libre arbitre et de qu'est-ce qui tient de la responsabilité sociale générale et qu'est-ce qui tient de la responsabilité individuelle. Pas longtemps, un de mes amis sur Facebook s'étonnait que on parle énormément, surtout en Amérique du Nord, parce qu'on n'est pas ou peu concerné du terrorisme, et très peu d'une crise qui est pourtant bien réelle et qui tue de nombreuses personnes, surtout au Canada, c'est la crise du fentanyl. Alors, la première question qui vous vient peut-être à l'esprit, c'est quoi le fentanyl? En fait, c'est un opiacé, donc c'est partie de la grande famille de tout ce qui vient de cette espèce de coquelicot qui nous donne l'opium, l'héroïne, beaucoup d'antidouleurs, dont le fentanyl fait partie, puisqu'à la base il est utilisé sur les opérations chirurgicales et beaucoup par les gynécologues obstétriciens pour calmer la douleur lors de l'accouchement. C'est une drogue très puissante et qui rend quasiment instantanément dépendant, plus que la morphine. Et l'un des problèmes c'est aujourd'hui le principal problème de drogue qu'on a au Canada. Beaucoup d'overdoses, beaucoup de décès, plusieurs centaines, j'ai plus les chiffres en tête, mais beaucoup, et un silence médiatique et politique somme toute assez consternant, pour dire le moins. Et justement, donc, mon ami se révoltait un petit peu de cette situation-là, notamment parce que, dans l'Est, au Québec, on a l'impression que ça touche plus l'Ouest du pays, puis c'est probablement le cas, mais dans l'Ouest, ils n'en parlent pas vraiment beaucoup plus non plus, hein, donc ça n'explique pas. Un de ses contacts, lui disait ouais, mais là ça se compare pas ton affaire, parce que le terrorisme, on n'a pas le choix, on en est victime sans jamais avoir eu une chance de l'éviter ou quoi. Donc ça relève de la conscience collective et de l'attention collective des gens, alors que les drogues, finalement, c'est une responsabilité personnelle. Personne t'a jamais forcé à en prendre. Et c'est un discours qui me gêne un peu. Je pense que c'est précisément le discours qui fait qu'on n'en parle pas aujourd'hui de cette crise, on en parle peu de cette crise du fentanyl, parce que c'est pas tout à fait une responsabilité individuelle. Je veux dire, d'abord, le premier truc qu'il faut dire, c'est la responsabilité individuelle et la responsabilité collective, elles s'opposent pas du tout, en fait. C'est pas parce que individuellement tu as pris la décision de faire quelque chose que ça n'est pas une problématique sociale et une induction. Ton comportement n'a pas été induit par un contexte qui, lui, est largement social. Il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux termes. Et ensuite, si on regarde les statistiques des utilisations, les statistiques démographiques, sociodémographiques de l'utilisation de la drogue, on voit très bien que chaque drogue, elle peut être liée à un ou plusieurs groupes sociaux, et qu'il y a des facteurs sociaux qui vont déterminer tes chances de toucher à la drogue. Exactement comme les prédispositions
génétique, elles disent pas que tu vas avoir un cancer. Elles te disent que tu as 6 fois plus de chances que quelqu'un d'autre de l'avoir. Et ça, c'est entendu que la responsabilité individuelle des choix de vie de la personne, elle est diminuée par ce fait-là, en fait. Et la drogue, c'est exactement comme la prostitution, en fait. Il y a des milieux où on se retrouve parfois avec pas ou peu le choix. On se retrouve dans des situations de merde, et c'est comme ça. Et ça, il serait temps de le prendre en compte, parce que ça retire pas ta responsabilité individuelle. T'es toujours le dude qui t'est fourré dans cette situation-là, t'es toujours le gars qui a fini par la prendre, la drogue. Mais, n'empêche que, pour diminuer largement le nombre de gens qui sont victimes des ravages de la drogue, la plupart des mesures efficaces sont des mesures d'ordre social. On a mis des années à le comprendre avec la prostitution. Aujourd'hui, ça l'est un peu plus, c'est un peu plus compris. Et pour la drogue, l'idée n'a même pas commencé à faire son chemin. Or, moi ça me gêne parce qu'il y a différentes notions de libre arbitre ici, et elles sont toutes faussées. La première idée, c'est que on choisit tous, on fait tous des choix, et puis il faut les assumer. Sauf que déjà, pour commencer, on ne fait pas des choix. Cette idée de libre arbitre biologique, qui serait d'ailleurs le propre de l'homme, elle n'existe pas, elle est contredite par toute la neurologie moderne. Si je vous demande de lever la main à droite et qu'on analyse votre cerveau, le centre de décision va réagir après l'initiation du mouvement. En réalité, le fait que vous ayez levé votre main droite n'a pas vraiment de rapport avec le fait que vous ayez décidé de lever la main, parce que la décision biologique, c'est un genre de tour de passe-passe que votre cerveau vous joue, et l'expérience est répétable à volonté, et elle a été, par exemple, le cas d'expérimentation, c'est patient sous anesthésie, crâne ouvert, au lieu de stimuler la zone de décision pour les mouvements du bras, on va stimuler une zone qui s'appelle, je sais plus, la zone de pré quelque chose. En tout cas, c'est cette zone-là qui justement va donner envie, entre guillemets, à votre cerveau de faire quelque chose. Et donc on stimule cette zone-là. Et le patient, bien qu'il soit immobilisé parce qu'on a une anesthésie totale, va dire que oui, à ce moment-là, il a ressenti une extrêmement forte envie de faire un mouvement. Donc, ce sont des choses très déterministes. Donc, quel rapport avec la drogue ? Ces comportements-là, ils sont... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il y a un doute qui vient de monter sur la piste cyclable. Genre... what the fuck, quoi. Ok, excusez-moi. Je repense que un gars en voiture, j'ai oublié de préciser parce que sinon ça vous fait bien. Oui, il y a un mariage sur la piste cyclable, très bien, Pierre-Olivier, c'est cool. Non, un gars en voiture. Donc je reprends ce que je disais. Donc c'est démontré qu'on peut induire, qu'on peut influer sur les décisions de façon chimique ou neurologique. C'est d'ailleurs toute la mécanique de dépendance d'une drogue. Mais bon, pour ça, encore faut-il y avoir déjà touché au moins une fois dans sa vie. Et là, il y a des comportements... notre cerveau, il se programme aussi en fonction de ce qu'il voit et de son environnement. Et je vais prendre un exemple. Moi, j'ai grandi en Europe, où, somme toute, même si les Français se plaisent à dire que ils fument beaucoup de joints, ça n'est rien, mais alors rien du tout en comparaison de ce qu'on peut voir à Montréal. Et j'insiste sur le voir. Je connais pas les chiffres, puis si ça se trouve, ils sont pas si éloignés que ça
d'une ville de Paris à Montréal par exemple. Mais la différence c'est qu'ici, tout le monde fume devant tout le monde. Les jeunes, les vieux. Tous mes voisins sont des vieux, tous mes voisins fument du cannabis. Qu'est-ce que ça provoque comme réaction chez tout le monde? C'est que quand tu grandis avec ces images-là, pour toi c'est une situation normale. Quelque chose dont les gens ne se cachent pas. Il n'y a pas de raison que ce soit mauvais ou quoi, etc. Donc l'influençabilité elle est forte et elle est forte chez l'adolescent, mais pas seulement chez l'adolescent. Je peux vous faire une playlist YouTube que si je vous demande de la regarder, vous allez vous mettre à détester les policiers. Si je vous fais toute une compile de 6 heures de vidéos d'abus de pouvoir de policiers, à la fin vous allez vous dire putain on ne peut pas avoir confiance dans les policiers et votre comportement vis-à-vis d'eux la prochaine fois que vous aurez besoin d'appeler la police ou que vous aurez un contrôle ou quoi, votre comportement ne sera jamais le même si après que je vous ai soumis à cette expérience de visionnage de vidéos. Pourquoi? Parce que j'aurais modifié votre contexte, j'aurais modifié la façon dont vous appréhendez et dont vous comprenez les choses qui vous entourent. Donc être influençable, c'est pas juste une histoire d'adolescence et d'enfance, c'est tout au long de l'âge adulte. Et donc, encore une fois, je veux pas du tout effacer la responsabilité individuelle et je veux certainement pas excuser quoi que ce soit comme comportement. Ce que je veux juste dire, c'est que quand on se parle de prévention, faut arrêter d'amener cette idée-là de responsabilité individuelle dans le débat. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'oppose pas à la responsabilité sociale et que, jusqu'à preuve du contraire, toutes les mesures de prévention qui fonctionnent sont des préventions sociales. Des avertissements, je sais plus là, puis je perds un petit peu le fil de mes idées, mais vous avez compris l'idée. Et parce qu'on a cette espèce de discours de toujours ramener à « ah ouais mais c'est sa faute », et ben on perd totalement l'objectif en fait. Parce que l'objectif c'est pas de punir les gens, ça il y a autre chose, ça s'appelle la justice, puis ça continue de fonctionner. Ça continue d'être un comportement illégal, etc. C'est pas parce qu'on fait de la prévention et qu'on essaye de traiter le problème comme un problème social que derrière les peines s'arrêtent. Pas du tout, bien au contraire en fait. Elles ont même tendance à s'alourdir puisque ça devient plus rare comme comportement. Donc l'idée c'est vraiment pas ça et voilà, j'avais juste envie de réagir un petit peu ce genre d'état d'esprit qui me dérange toujours. Voilà, à la prochaine fois.